attaque le tir numéro 3. À partir de maintenant, on va tomber sur des théories qui sont moins connues pour le grand public et qui seront basées sur des concepts plus compliqués, comme par exemple la mécanique quantique. Je tiens à préciser par avance que je ne suis pas un vulgarisateur de mathématiques ou de physique, donc je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce que j'ai compris. Quand le sujet dépasse mes compétences, je vais mettre un petit logo, pas un spécialiste. Sinon, comme d'hab, les théories sont relativement indépendantes les unes des autres, même s'il peut y avoir des connexions entre elles. Mais en gros, tu n'as pas besoin d'avoir vu les vidéos précédentes pour comprendre ce tiers. Sur ce, on est parti. La théorie des arbres svastika se base sur des plantations d'arbres dans certaines forêts en Allemagne. Au printemps et en automne, les feuilles de ces arbres se mettent à changer de couleur et prennent une couleur jaune, contrairement aux autres arbres qui restent verts, et cela laisse apparaître un svastika, c'est-à-dire une croix gammée, symbole qui a été utilisé comme emblème du Reich. Il y a eu des rumeurs sur ceux qui auraient planté ces arbres. Par exemple, un fermier du coin aurait revendiqué ces plantations, mais en parallèle, un groupe aurait affirmé qu'un leader nazi aurait planté ces arbres pour rendre hommage à Hitler pour son anniversaire. Mais au final, on n'en sait rien à part qu'ils auraient été plantés durant les années 1930. En 1995, ces arbres ont été déracinés pour éviter que ces zones deviennent des regroupements de fascistes. Mais ça n'a pas empêché certains arbres de repousser dans plusieurs zones, et avec le temps, on en a découvert des nouveaux. En 2006, une autre svastika a été retrouvée au Kyrgyzstan, qui était à l'époque un territoire soviétique, ce qui pose des questions sur la présence de nazis dans l'espace communiste, même si les théories se basent plus sur un fermier qui aurait planté ces arbres pour célébrer le pacte de non-agression de 1939 entre l'Allemagne et les soviétiques. D'autres pensent que ce sont des prisonniers qui ont voulu troller le régime soviétique. Le basilic de Rocco vient d'un article publié par un utilisateur qui s'appelait Rocco sur le forum Less Wrong, qui émettait l'hypothèse que si une singularité technologique apparaissait et qu'elle générait une intelligence artificielle extrêmement puissante, nous pourrions lui demander d'optimiser notre civilisation. Le souci se pose là, car selon Rocco, si on demandait à cette intelligence artificielle de nous aider, il est possible que sa première mesure serait de vouloir punir les humains qui savaient qu'elle allait arriver, mais qui n'ont pas agi en conséquence. Car plus vite elle aurait été créée, plus vite elle aurait pu optimiser notre civilisation et sauver des vies. L'idée est que si elle punit dans le futur les gens qui savaient qu'elle allait arriver, les gens qui en étaient conscients dans le présent se bougeraient pour qu'elle vienne au monde. La théorie de la punition future va plus loin, car cette intelligence artificielle punirait tout le monde, même ceux qui sont morts avant sa création, en recréant une simulation de ces personnes mortes pour pouvoir les torturer. Donc une fois que l'on prend conscience qu'une telle intelligence artificielle peut être créée, on devient maudit et on risque de subir des tourments éternels dans un enfer informatique. Selon la logique du basilic de Rocco, pour éviter cet enfer, soit vous ne connaissez pas cette théorie, soit vous devez allouer votre argent et votre énergie pour faire apparaître cette intelligence artificielle. Ce sujet du basilic de Rocco a été traité dans une vidéo de Dirty Biology. Je vous mets le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. L'histoire de l'homme de Tourette commence dans un aéroport de Tokyo en 1954 avec un contrôle d'identité. L'homme contrôlé présente son passeport, qui ne semble pas être contrefait, avec plusieurs tampons de visa qui sont officiels et qui attestent de plusieurs passages au Japon, ainsi que dans d'autres pays. Sauf que son passeport et son permis de conduire désignent que son pays de rattachement est Taured, un pays qui n'existe pas. Les douaniers sont surpris et lui demandent de localiser ce pays. Il montre une zone entre la France et l'Espagne qui correspond à Andorre. Les douaniers sont suspicieux, mais il explique avec incompréhension que son pays existe depuis plus de 1000 ans. Tout semble logique dans le sens qu'il est habillé correctement, il s'exprime correctement, il a plusieurs devises européennes sur lui. Au final, il semble être un voyageur d'affaires comme les autres. Lorsque les douaniers lui posent des questions plus poussées, par exemple sur son travail ou dans quel hôtel il comptait résider durant son séjour au Japon, ses réponses sont cohérentes une fois de plus. Mais en contactant l'hôtel japonais où l'homme devait séjourner, il n'avait aucune réservation à son nom. Face à ces suspicions, et avant de lui autoriser ou de lui refuser l'entrée sur le territoire japonais, il est mis en observation dans une chambre d'hôtel gardée par 2 officiers de police. Et le lendemain matin, il avait disparu alors qu'il n'y avait aucune autre possibilité de partir sans passer par la porte gardée par la police. Vous vous doutez bien que certains pensent que c'est un voyageur dimensionnel qui aurait, pour on ne sait quelle raison, changé d'univers durant une certaine période de temps, mais il y a d'autres pistes un peu plus terre à terre, comme celle de la faute d'orthographe, qui expliquerait que son pays n'était pas Taured, mais le Touareg. Mais je ne trouve pas cette explication convaincante, dans le sens où il aurait montré sur une carte un pays d'Europe et non un pays africain. L'explication la plus logique reste celle de la légende urbaine ou de la blague d'un journaliste, car aucun rapport ni document de cette affaire n'a été retrouvé dans les papiers de la douane japonaise. Et les premières traces de cette histoire sont dans des livres traitant de sujets mystérieux, dont les sources ne sont pas vraiment fiables. Le bloop fait référence à un son qui a été entendu plusieurs fois au large de la côte sud-ouest de l'Amérique du Sud durant l'été 1997 et qui n'a plus été entendu depuis. L'amplitude de ce son a été si grand qu'il a été enregistré par plusieurs détecteurs dans un rayon de 5000 km. Et bien évidemment, on ne sait pas ce qui a causé ce son. Il y a plusieurs théories à ce sujet. La première est que ce son aurait été produit par un animal marin. En effet, le profil du son peut correspondre à celui d'un animal qui pourrait s'apparenter à une espèce de baleine ou à une pieuvre géante. Mais des scientifiques expliquent que les pieuvres n'ont pas une membrane assez grosse pour produire ce genre de son, et dans le cas d'une baleine géante, il aurait besoin de remonter à la surface de temps en temps pour récupérer de l'air. Et si elle était si géante que ça, nous l'aurions déjà remarqué. Du coup, si l'origine de ce son est invalidée par rapport aux espèces connues, ce son serait causé par un animal marin géant que l'on ne connaît pas encore. Mais par rapport à l'amplitude captée, cet animal devrait mesurer plusieurs centaines de mètres. La deuxième théorie
théorie, celle retenue par les scientifiques, explique que le bloop aurait été produit par un cryoséisme, c'est-à-dire une rupture soudaine d'un iceberg qui causerait un séisme, ce qui est sans doute l'hypothèse la plus probable. Il y a eu également une théorie qui se baserait sur l'utilisation d'un sous-marin nucléaire, car à la base, le matériel américain qui a enregistré ce son avait pour objectif de surveiller les sous-marins nucléaires soviétiques. Mais cette théorie a rapidement été écartée car ce son ne correspondait pas au bruit connu par les structures militaires. Si on quitte le domaine du rationnel, il y a une dernière théorie qui est un peu plus fantaisiste. Dans la mythologie Lovecraftienne, il y a une cité engloutie du nom de R'ye qui hébergerait Cthulhu, qui se situerait dans les environs du lieu où aurait été produit le bloop. Mais il est peu probable que ce soit un dieu interdimensionnel venu de l'espace qui ait causé ce son. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets dans la description une vidéo de Myst qui parle en détail du bloop. Les sinkholes sont des trous de taille variable dans le sol qui peuvent apparaître un peu partout. Si certains pensent que la cause de l'apparition des sinkholes est d'origine divine, de manière à punir les hommes, ou que ce sont des chemins qui mènent à un monde souterrain, l'explication scientifique est bien plus plausible. Il y a plusieurs causes qui peuvent générer un effondrement brutal du sol, mais c'est toujours lié à un sous-sol constitué de pierres fragiles ou de calcaire qui finissent par céder, soit par accumulation d'eau qui dissout et qui fragilise la pierre, soit par des poches d'air qui se remplissent lentement d'eau et qui finissent par faire céder la roche. Les sinkholes peuvent aussi arriver dans des zones d'eau et personnellement je trouve ça assez joli. Si vous pensez que ça n'arrive qu'ailleurs, dites-vous qu'il y a 15 000 cavités souterraines en France qui vont potentiellement devenir des sinkholes, notamment en Île-de-France. Le mystère autour de l'énigme de Publius concerne l'album The Division Bell, sorti en 1994 du groupe Pink Floyd, et il est possible que ce soit l'un des premiers jeux de pistes sur internet qui se base sur des éléments dans le monde réel. Après le succès qui a suivi la sortie de cet album, une tournée de 112 concerts a été programmée. Pour promouvoir la tournée, Pink Floyd a mis en place un dirigeable qui allait survoler les États-Unis. Il y a eu un message qui a été diffusé dans la presse par rapport à ce dirigeable. Vous avez remarqué le dirigeable de Pink Floyd. Ne vous affolez pas, Pink Floyd a envoyé ce dirigeable en Amérique du Nord pour vous délivrer un message. Le dirigeable vole vers une destination et tout vous sera expliqué à son arrivée. Pink Floyd communiquera. Personne n'a vraiment fait attention à ce message, jusqu'à ce qu'un utilisateur anonyme, sous le pseudonyme de Publius, s'est mis à poster sur un forum internet de fans de Pink Floyd le message suivant. Mes amis, vous avez entendu que le message de Pink Floyd a été délivré, mais l'avez-vous écouté? Peut-être que je peux être votre guide, mais je ne résoudrai pas l'énigme pour vous. Vous tous devez ouvrir votre esprit et communiquer entre vous. Et c'est le seul moyen pour que les réponses soient révélées. Je pourrais vous aider si des obstacles apparaissent. Écoutez, lisez, pensez, communiquez. Si vous ne le faites pas, je vous promets que vous n'obtiendrez pas les réponses. Les internautes ont été sceptiques sur les messages qui ont été publiés, et pour prouver la véracité de ce qu'ils disaient, Publius a sorti le 16 juillet 1994 un message dans lequel il explique qu'il se serait donné beaucoup de mal pour planifier un affichage le 18 juillet dans le New Jersey vers 22h30. À cette date et dans ce lieu, il y avait un concert de Pink Floyd, et à l'heure annoncée, sur le devant de la scène, il s'est mis à apparaître Enigma Publius. Ceux qui étaient au courant de cette énigme se sont donc mis à chercher des indices. Et tout au long de la carrière de Pink Floyd, il y a eu des signes d'existence de Publius et des indices sur cette énigme. Mais après 25 ans, cette énigme n'a toujours pas été résolue. Et certains pensent qu'il n'y avait jamais eu d'énigme, mais que c'était un coup de pub du groupe ou de la maison de disques pour rapprocher les gens à travers un jeu de pistes qui n'avait pas de solution. Et peut-être créer une hype autour du groupe. Le sujet du Russian Sleep Experiment est en lien avec la creepypasta du même nom. Mais si la creepypasta se base sur une histoire surnaturelle où des hommes deviennent des sortes de monstres addicts à la douleur, il faut préciser que des expériences sur le sommeil ont bien été effectuées par les soviétiques dans le cadre de certaines de leurs expérimentations durant le XXe siècle. Les expérimentations menées par les soviétiques sont réputées brutales et contraires aux droits de l'homme. Par exemple, il y avait une section entièrement dédiée à l'inoculation de poison pour obtenir un moyen d'empoisonner des cibles politiques à l'aide de substances toxiques indétectables. Et pour effectuer leurs tests, ils empoisonnaient volontairement certains prisonniers. Il n'y a pas eu de rapport retrouvé ou déclassifié qui prouverait des tests inhumains sur la privation de sommeil. Et c'est pour ça que cela reste une théorie. Mais vu qu'il y a un intérêt pour les militaires de pouvoir rester éveillés pendant des durées de temps considérables, des tests poussés de privation de sommeil est fort probable. L'aéroport de Denver est un vivier de théories du complot, qui peuvent facilement partir dans tous les sens, mais je vais vous expliquer les principales. Construit en 1995, l'aéroport de Denver est le plus grand aéroport des États-Unis, mais à quelques dizaines de kilomètres de là, il y avait un autre aéroport, certes plus petit, mais qui pouvait être suffisant pour cette zone aéroportuaire. Et certains se sont mis à être suspicieux par rapport à l'utilité d'un nouvel aéroport, et les nombreux signes ésotériques que l'on retrouve laissent penser que cet aéroport est un lieu de culte satanique avant tout. Sur la route qui mène à l'entrée de l'aéroport, on peut apercevoir une énorme statue bleue représentant un cheval aux yeux rouges, nommé Blue Mustang, mais surnommé Blue. Cette statue a pour but de représenter l'un des 4 chevals montés par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Au-delà d'être une référence à l'Apocalypse biblique, cette statue est réputée maudite car elle a tué son créateur. Lors de sa construction, des parties de la statue se sont détachées et sont tombées sur son créateur, Luis Jiménez, ce qui le tua. Lorsque l'on rentre dans l'aéroport, il y a plusieurs éléments qui sont assez étranges, notamment des éléments décoratifs qui peuvent mettre mal à l'aise. Par exemple, des peintures de nazis avec des masques à gaz qui persécuteraient des femmes et des enfants, ou des ghouls qui ont des allures de démons. Des théoristes pensent que la commande de ces décorations aurait été effectuée par des sociétés secrètes
dans le but de se servir de cet aéroport comme lieu de ralliement. C'est pour cela que l'on retrouve une stèle estampillée du logo des francs-maçons, qui contiendrait une capsule temporelle qui ne devra être ouverte qu'en 2094. Certains pensent qu'il y a un lien entre cet aéroport et les nazis, non seulement par rapport à ces images de soldats nazis, mais aussi par rapport aux pistes d'atterrissage de l'aéroport qui formeraient une croix gammée. Mais cet argument a été débunké, car ce schéma de piste d'atterrissage permet aux avions de pouvoir se poser plus facilement en fonction du sens du vent. Un autre élément complotiste se base sur les schémas de la construction de cet aéroport, où l'on peut voir qu'il y a de nombreux tunnels souterrains. Et si l'explication officielle sur l'origine de ces souterrains est de pouvoir transporter les bagages des voyageurs dans les différentes zones de l'aéroport, certains pensent que ces tunnels abriteraient autre chose. Cela va du bunker secret qui étudierait les extraterrestres à des salles de cérémonies sataniques pour les Illuminati, voire même des camps de concentration par rapport à leur allégeance aux nazis. Les plaines de Jars font référence à une zone montagneuse située dans le Laos à 1200 mètres d'altitude, où il est possible d'y trouver de nombreuses jarres géantes faites en pierre qui mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et qui peuvent peser plus d'une tonne. La période estimée pour la création de ces jarres de pierre est assez large puisque cela va de 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 800 ans après Jésus-Christ. Ces mêmes jarres de pierre ont aussi été retrouvées en Thaïlande et en Inde, mais dans des proportions plus petites. L'origine et l'utilité de ces jarres n'est pas claire, surtout que l'on n'a pas retrouvé d'autres vestiges aux alentours, donc on ne sait pas pourquoi elles se sont retrouvées dans ces zones, ni à quoi elles pouvaient bien servir. En 1930, il y a eu une expédition archéologique qui a étudié la zone, et ils ont découvert dans une grotte des ossements calcinés, ce qui laisse penser que la grotte servait de four crématoire, et que les jarres avaient pour but de stocker les cendres des défunts. Mais cela ne reste qu'une théorie. Dans les autres théories qui ont été émises, ces jarres pourraient être des monuments funéraires, même si on n'y a retrouvé aucune inscription dessus, ou alors elles pourraient servir à stocker de la nourriture ou de l'eau. Voire même ce seraient des cuves qui serviraient à la fermentation de l'alcool. Bref, on ne sait que peu de choses sur ces jarres, et si cela vous intéresse, je vous mets dans la description le site internet du projet de recherche archéologique de cette zone, qui contient toutes les dernières découvertes à ce sujet. Les singularités sont des théories complexes, ce qui nécessite le logo, pas un spécialiste. Je vais vous parler des deux exemples principaux lorsque l'on parle des singularités, la singularité gravitationnelle et la singularité technologique. La singularité gravitationnelle fait référence aux trous noirs, dont on ne comprend pas leur capacité quasi infinie à tout absorber, même la lumière. Pour expliquer pourquoi les trous noirs sont des singularités, il faut expliquer la métrique de Karl-Schwarzschild, qui définit que l'on peut réduire le volume d'un objet sans pour autant changer sa masse. En gros, en prenant une balle dans votre main, vous pouvez la presser sans pour autant lui faire perdre son poids d'origine. Et il y a un moment où la balle est si pressée et si compacte qu'elle ne peut plus être pressée, mais elle pèse toujours son poids initial, et il est impossible de la réduire plus. Théoriquement, un objet ne peut pas être compressé indéfiniment. Si on applique ce principe à la Terre, on peut compresser la Terre jusqu'à la taille d'une pièce de 5 centimes, et cette petite pièce pèserait quand même 6000 quadrillions de kilos. Techniquement, chaque objet a une limite dans laquelle il ne peut pas être plus compressé, selon ce que l'on sait de la physique. Mais les trous noirs sont compressés au-delà de ce qui serait possible de les compresser au moment de leur formation, ce qui fait que l'on ne comprend pas l'événement qui a agi pour que cette ultra-compression se produise. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il s'est produit une singularité gravitationnelle. Cette singularité gravitationnelle n'est pas encore comprise, car notre connaissance de la physique a du mal à prendre en compte un objet qui aurait une gravité infinie et donc une masse infinie sur une zone minuscule. Au final, il y a des débats et des théories pour savoir si les trous noirs ont une singularité, en l'occurrence la capacité d'avoir une gravité et une masse infinie, ou si nos modèles sont faux et que cette singularité n'en est pas une, mais serait juste une propriété gravitationnelle que l'on saura expliquer plus tard. L'idée de la singularité technologique est un concept datant des années 1950, qui a été démocratisé par le livre Un feu sur l'abîme, publié en 1992 de V. Norvinge, un auteur de science-fiction. Le concept derrière la singularité technologique est l'idée qu'à force de développer les intelligences artificielles, la technologie va atteindre un point de non-retour où ce ne sera plus l'homme, mais des machines qui construiront d'autres machines plus puissantes, jusqu'à ce que l'homme devienne inutile, et au vu de l'accroissement de la puissance des ordinateurs à notre époque, la plupart des projections, notamment celles basées sur la loi de Moore, montrent que cette singularité technologique arriverait entre 2035 et 2050. Ce sujet a été la base de nombreuses œuvres de science-fiction. La question qui se pose à ce sujet est la suivante. Est-ce que les ordinateurs sont capables de se passer des humains, ou est-ce que c'est une peur irrationnelle? A priori, les machines que l'on crée ne peuvent agir qu'en fonction de ce qu'on leur demande, mais il y a plusieurs arguments qui nous laissent penser que cette singularité risque de se produire. Par exemple, le logiciel AlphaZero, un logiciel de jeu d'échecs, créé par DeepMind, une entreprise de Google, a pour but de jouer aux échecs en s'affrontant lui-même sur ce jeu. En juste 4 heures, avec ses 44 millions de parties jouées, il battait Stockfish, son prédécesseur en termes de logiciel intelligent de jeu d'échecs, et en moins de 24 heures, il avait développé un niveau de jeu supérieur aux humains. Au-delà de ce logiciel, il y a une myriade de programmes informatiques qui répètent une tâche précise jusqu'à exceller dans son domaine. Un des exemples qui me fait rire, c'est l'intelligence artificielle qui apprend d'elle-même à speedrunner Super Mario. Et bien sûr, il y a le domaine de la finance où les algorithmes ont remplacé les hommes dans leur prise de décision. Les transactions à haute fréquence permettent de faire des transactions financières en quelques microsecondes, ce qu'un humain ne pourra jamais faire. Rien ne nous prouve que la technologie va se limiter à ça, et peut-être que l'on va finir par créer des machines qui auront pour but d'apprendre par elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient capables de créer des meilleures machines que les humains, ce qui causerait ce point de non-retour et qui amènerait l'avènement de cette singularité technologique. En tout cas, si cela est vrai, Elon Musk a raison de vouloir essayer de créer des hommes-machines avec sa société Neuralink, qui a pour objectif de relier les cerveaux humains à des ordinateurs, ce qui permettrait aux hommes de rester compétitifs contre les machines. Le sujet de la mort et de l'immortalité quantique se base sur un principe de la mécanique quantique. Encore une fois, je vous mets le petit logo, pas un spécialiste.
La mécanique quantique se base sur le fait que nos observations de la physique classique s'appliquent différemment à des échelles microscopiques. Pour être plus clair, dans la physique classique, il y a ce que l'on considère comme un corpuscule, c'est-à-dire un corps de petite taille comme un grain de poussière ou une particule, et il y a les ondes qui peuvent être la lumière ou l'électricité. Du point de vue de la mécanique quantique, il y a une dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que dans le monde microscopique, les photons ou les électrons sont à la fois corpuscules et à la fois une onde. Il y a l'idée que ces atomes sont dans une superposition de ces deux états à la fois. Sauf qu'une fois que l'on décide d'observer un atome, il choisit un état et devient soit un corpuscule, soit une onde. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça, ce qui fait que mon explication n'est pas vraiment correcte. Mais l'idée est là. Les atomes sont dans plusieurs états, et si on les observe, ils se fichent dans un seul état à un seul endroit. Pour illustrer ce principe, il y a l'expérience du chat de Schrödinger, mais je trouve ça assez barbare de faire ce test sur un chat, même si c'est juste une expérience de pensée. Donc je vais remplacer le chat par un moustique. En gros, on met un moustique dans une boîte avec un mécanisme qui est capable de libérer un gaz mortel. Le gaz mortel a 50% de chances de se libérer, et 50% de chances de ne pas se libérer. Lorsqu'on est en dehors de la boîte, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, de notre point de vue, on considère que le moustique est mort et vivant à la fois. Il est dans les deux états à la fois. Et lorsque l'on ouvre la boîte, on découvre si le moustique est mort ou vivant. On constate donc l'état unique dans lequel il est. Cette idée a généré des théories sur la présence de mondes parallèles. Car s'il y a des choses qui peuvent être dans plusieurs états à la fois, et lorsqu'il y a un résultat, ce résultat aurait pu être différent, il y a l'idée que le monde se sépare en deux à ce moment, créant deux lignes du temps qui vont se mettre à agir indépendamment l'une de l'autre. Pour retourner à l'expérience de Schrödinger, si en ouvrant la boîte, on découvre un moustique vivant, il n'est pas impossible qu'il se soit créé un monde parallèle dans lequel le moustique est mort. Et c'est sur ce point que la théorie de la mort et de l'immortalité quantique se base. Pour expliquer cette théorie, faisons une petite expérience de pensée. Vous vous êtes fait kidnapper par un serial killer qui aime bien les jeux de hasard. Il pointe une arme sur vous et vous donne une pièce de 2 euros. Vous la lancez, et si vous faites pile, il vous tue, et si vous faites face, il vous donne une chance de rejouer. Si vous lancez la pièce et obtenez face, vous restez donc en vie. Vous aviez une chance sur deux d'avoir ce résultat. Si vous relancez la pièce et que vous avez encore face, puis que vous relancez la pièce et que vous avez encore face, et ainsi de suite, la probabilité de n'obtenir que des faces au lancer de la pièce est extrêmement faible, mais cela reste théoriquement possible. Si vous avez lancé 1000 fois la pièce et que vous avez obtenu 1000 faces, c'est que vous êtes dans l'univers où vous avez survécu. Mais il n'empêche qu'il y a 999 univers où une version de vous est tuée par le serial killer. Si vous pouvez voir cette vidéo, c'est que vous faites partie de l'univers où vos choix ne vous ont pas tué, mais il est possible que dans d'autres univers, vous êtes déjà mort un nombre incalculable de fois. De la même manière, si quelqu'un est vieux et qu'il est sur le point de mourir, il est possible qu'un univers se crée dans lequel il va vivre une seconde de plus, et ainsi de suite. Théoriquement, il est donc possible qu'il y ait un univers dans lequel vous allez vivre éternellement, même si à côté de ça, vous serez mort une infinité de fois dans des mondes parallèles. Et c'est sur cette théorie que se base la mort et l'immortalité quantique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la dernière théorie, on se retrouve bientôt pour la suite, bisous sur vous et sur vos proches.